Bonjour, donc avec cette vidéo, on va parler un tout petit peu d'Asie, pas beaucoup de la Chine, mais beaucoup de ce qui se passe entre la Pologne et la Russie, puisqu'il y a eu une attaque de drones sur le sol polonais, hein. Il y a eu un certain nombre de drones qui sont arrivés jusqu'en Pologne, et donc il y a eu des réactions très importantes. Or, il y a un article qui vient juste de paraître, on est le 11 septembre 2025, dans Le Figaro, qui s'appelle Éclat du monde, comment Pékin tire les ficelles du nouveau désordre mondial. Bon, c'est un titre un peu ridicule, on va discuter de l'introduction, et puis je vais vous donner un peu mes idées sur la crise ukrainienne et sur la Russie, évidemment. Mais avant, sachez que la chaîne sur laquelle vous vous trouvez est principalement consacrée à tout ce qui se passe en Asie, de manière générale, en particulier la Chine, l'Inde, le Japon, et c'est surtout pour le business, pour les entrepreneurs, les nomades. Et donc pour soutenir le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous sur cette vidéo aussi, ça va beaucoup l'aider. Commentez pour indiquer le contenu souhaité. Quel pays vous intéresse? De quel type de business vous aimeriez parler? Tout ça, moi, ça m'intéresse parce que pour chaque commentaire, j'aimerais bien produire une vidéo, sachant que les gens qui veulent d'autres vidéos, en fait, eh bien, ne se prononcent pas nécessairement. Donc, si vous voulez, le moindre commentaire me donnera le sujet d'une vidéo. Et likez cette vidéo, regardez-la le plus longtemps possible de manière à la soutenir. Donc, il y a un certain nombre de drones qui ont été tirés contre l'Ukraine. Il y a 19 drones qui ont violé l'espace aérien en Pologne. Et donc ça, en fait, ça fait partie de cet article qui explique que Pékin tire les ficelles de tout ça. Bon, moi, je trouve que c'est assez ridicule parce que mon avis sur les relations entre la Russie et la Chine, c'est que euh, c'est pas nécessairement, on va dire, des alliés très, euh, comment dire, très fermes, on va dire. Il y a une problématique qui se trouve dans l'est de l'Asie, qui est très mal connue en Occident, hein. Malheureusement, ça n'intéresse pas beaucoup les Occidentaux. Déjà, ça n'intéresse pas beaucoup les journalistes, les gens qui tiennent les médias, mais je veux dire, la plupart des gens ignorent complètement ce qui se passe dans cette partie de l'Asie. Vous avez quelque part un pays qui s'appelle la Chine, qui manque de ressources, et vous avez d'autre part un autre pays qui s'appelle la Russie, qui a beaucoup de ressources naturelles, en particulier en Sibérie, hein. Donc c'est un coin qui est assez proche de la Chine. Et c'est très difficile sur le long terme, et ces pays-là se projettent sur le long terme, de ne pas voir que c'est des pays qui vont se retrouver un jour ou l'autre antagonistes en fait sur ce type de sujet. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'échanges qui se situent entre la Russie et la Chine actuellement. C'est pas nouveau, hein, ça date depuis très longtemps. Je veux dire, il y avait eu un rapprochement dû au, disons, communisme. Ça s'est un peu refroidi, mais il y a toujours eu des échanges. Quand vous allez à Pékin, vous voyez pas mal de choses écrites en russe, vous voyez une diaspora russe qui est bien présente, hein, c'est normal. Pékin, c'est dans le nord de la Chine, c'est relativement proche de la Russie par rapport à Shanghai, par exemple, ou à Canton. Et donc, euh, vous avez une relation qui est existante. Mais de là à dire que Pékin tire les ficelles du nouveau désordre mondial, euh, c'est absolument ridicule. C'est absolument ridicule. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Le problème qui est vraiment la guerre de la Russie contre l'Ukraine, hein. La Russie a tenté d'envahir l'Ukraine et puis finalement ça s'est relativement mal passé parce qu'en fait
Ils ont effectivement voulu envahir l'Ukraine en récupérant Kiev et pour imposer leur marque sur tout le pays. Mais finalement, ça s'est pas bien passé. Et maintenant, bah, ils sont relativement bloqués en fait sur le front ici, Donbass, etc. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes. C'est une guerre qui a été commencée en 2022, on est en 2025. Ça fait maintenant pratiquement 3 ans et demi que la guerre a débuté. Les Russes ont vraiment un mal énorme à avancer. Je rappelle quand même que c'était pas quelque chose d'évident du tout le jour où le conflit s'est déclenché. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, et je dois reconnaître que j'en faisais partie, hein, je pensais que l'Ukraine allait tomber dans les jours ou les semaines qui suivaient l'invasion russe. Enfin, je veux dire, euh, on a tellement de... La Russie, quand même, deuxième armée du monde, etc., en fait, s'est retrouvée embourbée dans un conflit à ses portes, un conflit qu'elle a décidé, un conflit qu'elle a entrepris de manière assez... de manière terrible. Donc, je pense, ce qui est en train de se passer, pour être assez direct en fait sur le sujet, je pense que à l'heure actuelle, on voit bien que la Russie, malgré tout, malgré toutes ces années, toutes ces pertes, quand même des pertes qui sont assez monstrueuses, eh bien, a compris qu'elle allait avoir beaucoup de mal à avancer. Non seulement elle va avoir beaucoup de mal à avancer, mais elle est en train de s'apercevoir probablement aussi que plus le temps va passer, en fait, plus les États-Unis, qui étaient, disons, mitigés, vont être obligés finalement de soutenir l'Ukraine. Alors éventuellement contre des finances, hein, je veux dire par l'intermédiaire des terres rares ou d'autres avantages. Et finalement, le remède risque d'être pire que le bien. Enfin, quand je dis le remède, si tant est que la Russie ait pensé que le fait d'envahir l'Ukraine était un remède, il risque tout simplement de se retrouver avec un pays, l'Ukraine, ayant, comment dire, avec une mainmise des États-Unis, et non pas, et même pas de l'Europe, mais vraiment carrément des États-Unis, sur l'économie, etc. Et là, ça sera premièrement impossible d'intervenir de nouveau, hein, c'est ça le problème pour eux, et d'autre part, ce qui est probablement la pire des choses pour eux, c'est qu'ils vont se retrouver à ce moment-là avec quasiment une colonie américaine, parce que je veux dire, à partir du moment où les Américains vont financer la poursuite de la guerre, ils vont demander des choses en échange, et ils vont se retrouver à la tête finalement d'une économie de la production de céréales, de la production de terres rares, de la production de tout ce qu'on veut. Je veux dire, même des drones. L'Ukraine est en train de monter en gamme au niveau de la production des armements, donc ça va devenir une usine de production d'armements, en plus testée sur le terrain. Et donc les États-Unis vont, avec leurs capitaux, avec leur façon de faire du business, s'implémenter vraiment, non pas en termes militaires, mais en tout cas en termes de business, en termes aussi de way of life américain, hein, je veux dire les McDonald's, tout ce qu'on connaît, voilà, va s'implémenter juste à la frontière avec la Russie. Et pour eux, c'est extrêmement grave, parce que c'était pas le cas avant. Avant qu'il y ait la guerre, avant qu'ils déclenchent la guerre en Ukraine, finalement, au niveau culturel, économique, civilisation, c'est vrai que ils étaient quand même relativement proches. Mais avec cette guerre, ils appellent eux-mêmes finalement un shift culturel de l'Ukraine vers les États-Unis. Et donc, c'est quelque chose qui est probablement inacceptable pour eux, hein. Donc, moi, je me demande tout simplement si cette histoire de drone n'est pas faite pour appeler une réaction de l'Union européenne, des Européens, de l'OTAN, que sais-je, comment dire, une réponse plus dure, et à ce moment-là, qui leur permettrait, par exemple, de mobiliser, de faire une mobilisation générale. Pour l'instant, la Russie n'a pas
n'a pas fait de mobilisation générale. Ils ont des mobilisations qui sont faites à base d'argent. Les gens sont payés, entre guillemets, cher pour participer, pour aller au front. Mais il n'y a pas eu vraiment de levée en masse, il n'y a pas eu de mobilisation générale comme ça a pu se faire, je sais pas, lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Peut-être même d'ailleurs lors de la guerre en Afghanistan. Et voilà, donc... mais si suite à des attaques, on va dire, de basse intensité, il y avait une surréaction de l'Europe et des États-Unis sur ce sujet-là, à ce moment-là, est-ce que ça pourrait pas déclencher un recrutement général, donc une mobilisation générale en Russie, pour leur permettre finalement d'achever beaucoup plus vite le résultat, c'est-à-dire de récupérer tout simplement toute l'Ukraine, hein, d'envahir pour le coup toute l'Ukraine, parce qu'il y a un front qui est quand même très limité dans la partie sud-est, donc le Donbass, hein, toute cette partie-là, Zaporizhia et la Crimée et tous ces endroits-là. Mais finalement, on voit que sur les fronts où ils sont quand même présents, je veux dire la Biélorussie, c'est leurs alliés, sur le front du nord-ouest, du nord-est ici, on voit que il n'y a pas eu finalement de mouvement, alors que militairement parlant, je veux dire, ils ont la possibilité de mettre en place une tenaille qui pourrait être potentiellement assez terrible. Donc, est-ce que le truc, c'est pas ça? C'est-à-dire d'appeler une surréaction occidentale de manière à avoir une mobilisation générale, de manière à leur permettre de terminer plus rapidement la guerre par cette mobilisation générale. Donc ça, c'est une question qui peut se poser. Il y a aussi une autre question quand même. C'est-à-dire que quand on regarde le timing, il y a quelque chose qui est assez, il y a quelque chose qui est assez troublant. C'est-à-dire qu'on voit que le conflit entre l'Ukraine et la Russie prend sa source plus ou moins, enfin c'est comme ça que c'est présenté, dans la révolution ukrainienne de 2014. Et on se rappelle, hein, il y a eu l'annexion de la Crimée en 2014. Hein. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un appel en 2015 par Angela Merkel pour réfugiés welcome, et donc pour faire venir des réfugiés de Syrie en Europe. Et à l'époque, beaucoup de gens s'étaient fait la réflexion, ne comprenaient pas pourquoi sur les images, la plupart des gens qui arrivaient, c'était des gens qui étaient des hommes plutôt jeunes, je veux dire, en âge d'être à l'armée. Et la question qu'on peut se poser éventuellement, c'est est-ce qu'il n'y avait pas à l'époque, dans la motivation de cet appel de Angela Merkel, le fait d'avoir des ressources supplémentaires pour un éventuel conflit avec la Russie? À l'époque, on parlait déjà de conflit avec la Russie. Quand on se rappelle des news de l'époque, on parlait de conflits de haute intensité ou de choses comme ça, mais évidemment, comme ça a fait 80 ans qu'il n'y avait pas de guerre en Europe, mis à part l'épisode de la Yougoslavie, c'est le genre de choses qui était vraiment... personne ne pouvait tilter, en fait, et prendre en compte ça. Mais il y a eu, voilà, avec une hausse en 2015 de plus de 1 million de personnes arrivant dans l'espace Schengen avant de retomber les années suivantes. Donc on voit quelque part le timing est troublant. Bon, je veux pas dire que c'est lié, mais quand même le timing est vraiment très troublant de voir qu'on a d'une part la construction de Nord Stream qui va apporter le gaz
à l'Allemagne, qui était à l'époque quelque chose de vital, qui l'est encore, hein. D'ailleurs, on voit que l'Allemagne a vraiment beaucoup de mal, suite à la coupure du gaz russe, à s'en sortir. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que l'Allemagne est en récession, hein. Ils vivent quand même une période assez difficile à cause de cette inconséquence d'avoir tout misé sur le gaz russe. Moi, à l'époque, ça me paraissait un peu délirant, mais je me disais que... non, pas délirant, aventureux. Mais à l'époque, je me rappelle m'être fait la réflexion quand même de penser que, bon, peut-être que si l'Allemagne se fournissait en gaz russe, c'est peut-être qu'elle pensait que il n'y aurait plus jamais de problème avec la Russie, que tout était... voilà. Et finalement, quelques années, enfin 10 ans plus tard, on s'aperçoit que les Allemands ont vraiment été inconséquents sur le sujet. Manque de prévision, manque de vision de l'avenir. Enfin, c'est vraiment... leurs dirigeants en Allemagne, les dirigeants allemands ont vraiment un problème avec tout ce qui concerne l'international. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale ou des deux guerres mondiales. Bon, c'est du passé, hein. Je veux dire, comprenez-moi bien, j'ai pas de rancœur contre les Allemands à ce sujet-là, hein. Je veux dire, voilà, c'est du passé, ça fait partie de l'histoire. Donc voilà, mais quand même, il y a vraiment un sujet sur la vision internationale des choses de la part des Allemands, quelque chose qui ressemble à de la, je sais pas si c'est de la naïveté ou de la ou du fait de ne pas comprendre. Les Anglais ont une réflexion qui est sans doute due aussi à leur histoire, hein, quand même beaucoup plus exacte, beaucoup plus... Alors je dis pas qu'ils ont raison, hein, c'est pas ce que je veux dire. Et pareil pour les Français, je dis pas qu'ils ont raison, mais néanmoins, ils ont quand même une vision un peu plus crédible de ce qui se passe à l'international. Et vraiment, les Allemands se sont enferrés dans ce problème. Et donc, je me pose la question de savoir si l'appel de Merkel en 2015 pour plus d'immigration, eh bien, n'était pas lié au fait de voir que la population allemande décroît, il y a de moins en moins de jeunes, et à ce moment-là, préférer voir arriver une immigration importante de manière à pouvoir éventuellement se défendre contre une agression de la Russie. Qu'il pressentait déjà à l'époque. Je veux dire, évidemment, c'est pas le genre de news qui peut faire les gros titres des journaux, mais le timing est troublant. Je veux dire, 2014, l'annexion de la Crimée, hein, bon, donc c'est quand même pas rien, hein, c'est quand même pas rien. 2015, la crise migratoire et l'appel de Merkel à réfugiés welcome, etc. Franchement, bon, voilà, c'est la question que je pose. Et donc voilà. Donc, il y a cette question-là. Et donc, il y a la question de savoir si les tests qui sont faits, il y a quand même de plus en plus de tests, entre guillemets, hein, de la part de la Russie contre l'Occident, contre l'OTAN, hein, n'est pas une façon, disons, petit à petit, d'amener une réponse plus forte de l'Occident qui permettrait aux Russes à ce moment-là d'avoir une mobilisation générale, qui leur permettrait d'en finir beaucoup plus rapidement avec l'Ukraine. Et donc, une réaction, disons, occidentale ne ferait que précipiter la perte de l'Ukraine, en fait. C'est un peu l'idée. Alors qu'à l'heure actuelle, on voit bien que la Russie a vraiment, même s'il y a des avancées sur certains fronts, c'est extrêmement lent. Et l'Ukraine n'est pas près de s'écrouler, parce que si jamais elle était proche de s'écrouler, il y aurait une aide américaine, c'est tellement évident sur le sujet. Donc voilà, je me demande si on n'est pas dans ce genre de situation. Vous pouvez... donc c'est beaucoup de questions, hein, dans cette vidéo, mais vous pouvez, n'hésitez pas à commenter sur le sujet, je serais intéressant de savoir ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.